Les politiques économiques conjoncturelles et structurelles. Selon les circonstances et selon les nécessités, l'État est amené à intervenir soit à court terme, par le biais de politiques économiques conjoncturelles, soit à plus long terme, il s'agit alors des politiques structurelles. Les politiques économiques conjoncturelles. Les politiques économiques conjoncturelles visent à contrôler la demande globale en intervenant à court terme sur une ou plusieurs de ses composantes, à savoir la consommation et ou l'investissement. Le cas le plus fréquent est celui d'une insuffisance de la demande qui dès lors doit être soutenue. D'une manière générale, les politiques économiques conjoncturelles s'appuient sur 3 outils privilégiés. 1. La politique budgétaire et fiscale. 2. La politique monétaire en économie fermée. 3. La politique de change en économie ouverte. Un exemple concret pour relancer la demande est celui de la création de la prime à la casse par le gouvernement Fillon pour relancer le secteur automobile. La politique budgétaire et fiscale. L'État dispose du budget comme levier de commande de sa politique budgétaire. Les dépenses et les recettes publiques assurent la régulation de l'activité économique. Son importance et son utilisation font cependant l'objet de controverses entre économistes, en dépit de l'existence de multiples outils disponibles. En effet, 2 conceptions peuvent être mises en œuvre. La première est une approche keynésienne, fondée sur l'anticipation des recettes et le déficit budgétaire, et la seconde est une approche libérale, fondée sur la diminution des recettes, c'est-à-dire moins de pression fiscale. L'action par les dépenses publiques est le résultat d'une volonté d'intervention forte. Elle se traduit par une croissance des dépenses publiques et au sein de celle-ci, par une prépondérance des dépenses à fort effet d'entraînement sur l'économie. Par exemple, bâtiments et travaux publics. Ce type d'action est souvent engagé car il est générateur d'effets multiplicateurs. Emploi, TVA sur les matériaux, etc. L'action par les recettes publiques, c'est-à-dire les impôts et les emprunts, peuvent servir à atteindre des objectifs économiques et sociaux précis. L'impôt peut être ainsi utilisé pour modifier la répartition du revenu national, relancer tel secteur industriel, orienter les dépenses des agents vers un domaine souhaité, exemple le crédit d'impôt. De même, l'emprunt peut permettre d'assurer un équilibre entre les besoins de financement de l'État et l'épargne et de peser sur la demande globale. L'efficacité de la politique budgétaire est controversée. En effet, si elle est un moyen direct de relance économique, elle souffre néanmoins de faiblesses. En raison du processus administratif et institutionnel de prise de décision budgétaire, qui est très long à mettre en place. En effet, d'autre part, l'effet multiplicateur n'est pas garanti, notamment dans le cas d'économies à forte pression fiscale et à haut degré d'ouverture sur l'étranger. Cette politique budgétaire a souvent pour effet de créer des déficits publics et par là même de générer de la dette. Or, la gestion de la dette passe souvent à terme par le relèvement des impôts. Un petit rappel s'impose. Il faut bien distinguer l'inflation, qui est une hausse généralisée et auto-entretenue des prix, la déflation, qui elle est une réduction du taux d'inflation, il y a toujours une certaine inflation, mais les prix augmentent cependant moins vite, et la déflation, qui est une baisse généralisée et auto-entretenue des prix. La politique monétaire. Depuis le 1er janvier 1999, la France appartient à la zone euro. La politique monétaire nationale disparaît donc au profit de la mise en place d'une politique monétaire unique définie par la Banque centrale européenne. Dans le cadre de la politique monétaire, qui est centrée sur l'objectif de stabilité des prix, sous l'influence du monétarisme, on considère en effet que l'inflation résulte d'une création excessive de monnaie et qu'il appartient à la Banque centrale de la zone euro. La BCE a comme objectif la stabilité des prix, c'est-à-dire de maintenir un taux d'inflation inférieur à 2%. Pour atteindre cet objectif de lutte contre l'inflation, les autorités monétaires européennes disposent de 2 instruments. Les banques de second rang ont besoin de détenir une certaine quantité de monnaie banque centrale en fonction de leur activité sur le marché du crédit. En rendant la monnaie banque centrale plus abondante, on incite les banques à octroyer plus de crédit et à créer plus de monnaie. Réciproquement, en rendant les banques moins liquides, c'est-à-dire en rendant la monnaie centrale moins abondante, on les incite à octroyer moins de crédit.
Donc pour agir sur la liquidité bancaire, les banques centrales et en particulier la BCE disposent de deux types d'instruments. Elles peuvent d'une part alimenter plus ou moins les banques dans le cadre de refinancement bancaire, c'est-à-dire en intervenant sur le marché bancaire et interbancaire notamment. Elles peuvent d'autre part jouer sur le taux de réserve obligatoire. Lorsque les banques de second rang empruntent des liquidités pour se financer, elles doivent s'acquitter d'un taux d'intérêt, le taux de marché interbancaire le plus souvent. Lorsque le coût du financement augmente, les banques répercutent cette hausse sur les clients qui sont incités à réduire leur recours à un crédit devenu plus coûteux. Les autorités monétaires, en agissant sur les taux d'intérêt, peuvent donc encourager ou freiner le crédit et la création monétaire. Pour agir sur les taux d'intérêt du marché, les banques centrales utilisent donc des taux directeurs. La politique monétaire exerce des effets sur la demande globale, la consommation et l'investissement principalement à travers trois canaux dénommés canaux de transmission de la politique monétaire. Ces trois canaux de transmission de la politique monétaire sont le taux d'intérêt, qui est une action monétaire qui influence le coût du capital pour les entreprises. La baisse des taux domino, si elle se répercute sur les taux réels à long terme, doit dynamiser l'investissement quelques mois après la décision des autorités monétaires. Le crédit bancaire, qui est une politique monétaire expansionniste, qui accroît au bout de quelques semaines le volume de financement accordé par exemple aux ménages pour des crédits à la consommation. Et enfin, le prix des actifs, qui à la suite d'une baisse des taux augmente. Au terme de quelques mois, une partie du supplément de richesse issu de la valorisation du patrimoine est consommée. Du côté des entreprises, la hausse du prix des actions augmente la profitabilité de l'investissement et soutient alors l'investissement. L'efficacité de la politique monétaire est discutée. En effet, si le maniement des variables monétaires, c'est-à-dire liquidité bancaire, taux d'intérêt, exerce des effets immédiats sur l'activité économique, certains économistes estiment que l'arme monétaire perturbe les comportements des agents économiques et crée souvent des effets inflationnistes. Les politiques structurelles. À la différence des politiques conjoncturelles, les politiques structurelles se préoccupent à plus long terme des conditions de fonctionnement des marchés et du potentiel de croissance de l'économie. Les politiques structurelles sont souvent qualifiées de libérales car elles se caractérisent principalement par la recherche de plus de concurrence et plus de flexibilité des prix sur les marchés. Les politiques structurelles sont très diverses. On peut inciter par exemple les politiques de libéralisation des services publics, les politiques agricoles, les politiques industrielles, les politiques de services, les politiques de l'emploi, les politiques de recherche, les politiques de la formation, les politiques sociales ou encore les politiques relatives au régime de change. Depuis quelques années, et notamment depuis la mise en place dans l'Union européenne de la stratégie de Lisbonne en 2000, la France voit ses politiques structurelles encadrées et rendues plus cohérentes. Les politiques structurelles de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, les politiques structurelles qui ont récemment pris de l'importance vis-à-vis des autres politiques économiques recouvrent un vaste champ d'action. Elles englobent notamment la politique industrielle, au sens européen du terme, c'est-à-dire toute politique en direction ou en faveur des différents secteurs d'activité. La politique de la concurrence avec l'instauration de règles du marché unique qui visent à maintenir la concurrence, en particulier par l'interdiction pour les entreprises d'ententes illicites, de dumping et de positions dominantes, et pour les États, l'interdiction d'aides ou de subventions afin de ne pas créer de distorsion de concurrence. La politique de recherche et de l'innovation, la politique de réglementation avec notamment ce qui touche à la fiscalité, la politique du marché du travail et de la formation, la politique de l'environnement qui doit préserver l'écosystème en réduisant la pollution de l'eau, de l'air et en protégeant la faune et la flore. L'Union européenne a en particulier mis en œuvre un système de quotas carbone. Certains aspects de la politique agricole commune, la plus ancienne, visent à permettre la modernisation de l'agriculture, le maintien d'un niveau de revenus satisfaisant pour les agriculteurs et le développement d'une agriculture raisonnée. Fondamentalement, les politiques structurelles s'appuient sur les objectifs intermédiaires qui visent l'approfondissement de l'intégration européenne en favorisant la mobilité des facteurs de production, l'accroissement des échanges et l'uniformisation des procédures et des normes, le renforcement des processus de marché, ce qui suppose l'augmentation de leur taille,
et l'intensification des mécanismes concurrentiels, l'amélioration de la compétitivité à l'échelle internationale. La poursuite de ces objectifs intermédiaires peut permettre d'atteindre un objectif final d'amélioration du bien-être collectif. Le bien-être collectif signifie une croissance forte et durable, des prix modérés, des produits plus diversifiés de meilleure qualité, des emplois plus nombreux aussi et plus qualifiés. Techniquement, l'Union européenne dispose de peu d'instruments directs d'intervention. Si les négociations internationales ou la politique de concurrence figurent au rang de ces domaines d'intervention propres, la majorité des champs d'intervention européens relèvent de la compétence nationale ou plus souvent maintenant d'une compétence partagée. Le principal instrument d'action est la directive qui fixe un cadre réglementaire général et doit ensuite être transposé dans la législation nationale. Plusieurs exemples de politiques structurelles peuvent être cités. Concernant les politiques en faveur de l'emploi, l'Europe a mis en place l'aide à la concurrence et à l'innovation, par l'allègement des réglementations relatives aux entreprises, l'élimination des obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre, la mise au point d'une démarche commune à l'égard des migrations économiques, l'augmentation de l'offre de travail en rendant plus attractifs les revenus du travail par rapport à l'inactivité, le développement de la flexibilisation du marché du travail, veiller aussi à ce que l'évolution des salaires et des coûts du travail soit favorable à l'emploi. Concernant les politiques à l'égard de la déréglementation des marchés, la politique de l'Union européenne vise à supprimer les obstacles à la libre circulation des services et à mettre en concurrence les services publics payants, l'eau, gaz, électricité, etc. Ainsi, l'orientation poursuivie est la mise en place d'autorités administratives indépendantes, également appelées autorités indépendantes de régulation, pour veiller au respect de la concurrence et à l'équité d'accès aux services. Exemple, l'autorité des marchés financiers. Autre exemple, l'autorité de la concurrence, ou encore le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou encore la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, c'est-à-dire Hadopi. Le carré magique de Kaldor est de trouver un équilibre, en effet, entre des objectifs contradictoires. Pourquoi ? Parce qu'en rejoignant les 4 points, on obtient un quadrilatère qui représente d'autant mieux une situation économique favorable que ce quadrilatère est proche du carré magique. Il est qualifié de magique car il est irréalisable sur le long terme, étant donné qu'il existe des conflits d'objectifs. En effet, la croissance économique stimule la consommation et la création d'emplois, mais à l'inverse, elle provoque l'inflation et une baisse de la compétitivité prix du pays, ce qui engendre des déséquilibres extérieurs. Par conséquent, il en résulte une hiérarchie d'objectifs différente selon la situation économique et selon les gouvernements. Dans certaines circonstances, la priorité pourrait